Moi, c'est Billy, un passionné de Tool Watch qui a fini par créer BB Gear, une marque de montres-outils assemblée en France. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un matériau chargé de promesses techniques, technologiques et avec beaucoup d'idées reçues. On va parler du carbone. Il est souvent présenté comme le saint graal des matériaux venus tout droit de la Formule 1 et de l'aérospatiale. Il est vu comme très léger et ultra robuste et honnêtement, je comprends que ça donne envie. Tout le monde aimerait avoir une montre indestructible et qui ne pèse presque rien. En revanche, la réalité du terrain et des ateliers de réparation raconte une histoire très différente. Donc on va d'abord voir ce qu'est exactement et techniquement le carbone pour ensuite comprendre par exemple pourquoi des montres à plusieurs milliers d'euros peuvent se casser. Alors le carbone, contrairement à l'acier ou au titane qui sont des métaux homogènes, c'est un matériau composite. Ça signifie qu'il est composé de deux choses très différentes. Une fibre, donc le renfort, et une colle, donc la matrice. Imaginez un peu du béton armé, vous avez des barres d'acier pour la résistance à la traction et du béton pour la résistance à la compression. Dans une montre à carbone, c'est pareil, vous avez des filaments de carbone microscopiques qui sont ultra résistants à la traction. Si vous tirez dessus, c'est impossible à casser, mais ces fibres sont souples comme du fil à coudre et pour faire un boîtier de montre dur, il faut les noyer dans une matrice, généralement une résine polymère comme de l'époxy. Pour la fabrication des fibres, tout commence par une matière appelée le pan. C'est comme une pâte à modeler liquide, on la fait passer dans des trous très petits pour créer des fils très fins et on tire dessus. Ça va permettre d'aligner la structure et c'est ce qui donnera sa force à la fibre. On passe ensuite à l'oxydation. On met nos fils dans un four entre 200 et 300 degrés. Le but, c'est de les rendre infusibles. En gros, on les transforme pour qu'ils ne puissent plus jamais brûler ou fondre. Ils deviennent tout noirs, mais on continue de tirer dessus pour que nos molécules restent toujours bien alignées. Après, c'est la carbonisation. On monte à 1500 degrés. À cette température, tout ce qui n'est pas du carbone, ça part en fumée. Il ne reste que les atomes les plus solides, donc les atomes de carbone qui se serrent les uns contre les autres. Et si on veut une fibre de luxe, encore plus rigide, on peut même monter à 2000 degrés et à cette température, la structure cristalline de la fibre de carbone se modifie et ça permet d'obtenir des fibres de carbone à haut module. En gros, elles seront encore plus rigides. Par contre, le problème, c'est qu'à la sortie du four, la fibre est trop lisse, rien ne s'accroche dessus. Si on essayait de mettre de la résine dessus, ça tiendrait pas, comme si on essayait de peindre sur quelque chose de gras, quoi. Du coup, on fait un traitement de surface, une électrolyse chimique et on la recouvre d'une fine pellicule protectrice, ça s'appelle l'enzymage et ça va agir comme un aimant chimique pour la résine et là notre fibre est prête et on va pouvoir la mélanger avec la résine. Donc en fait quand vous touchez votre montre en carbone, vous touchez pas le carbone lui-même, en fait vous touchez la résine comme du plastique en fait. Et chimiquement aussi, cette résine a tous les défauts du plastique, elle est sensible aux UV, elle se raye facilement et en plus elle n'aime pas les produits chimiques. Le carbone c'est donc essentiellement du tissu très cher figé dans de la colle très dure. Et le marketing joue énormément sur la confusion entre résistance et dureté. En général on dit que le carbone est beaucoup plus résistant que l'acier. C'est vrai mais uniquement en résistance à la traction. En gros si vous suspendez un camion à un câble de carbone, il tiendra mieux qu'à un câble d'acier du même poids. Mais pour une montre, la résistance à la traction, on s'en fiche un peu. Une montre, ça subit des frottements et des impacts ponctuels et dans ce domaine, la notion de dureté, c'est la plus cruciale. L'acier 316L a une dureté max d'environ 190 Vickers. Le titane grade 5, il monte à 350 ou 400 Vickers. Et la fibre de carbone elle-même, elle est dure, mais par contre la résine qui la tient, elle peine souvent à dépasser les 80 Vickers. Et le résultat, c'est que vous pouvez rayer une montre en carbone beaucoup plus facilement que vous le pensez. Il faut oublier l'idée que parce que c'est du carbone, c'est inrayable, au contraire en fait. Par contre, c'est vrai qu'on a tendance à moins voir les rayures sur le carbone grâce à cette texture à teinte particulière, donc il se raye beaucoup plus que l'acier.
ou le titane, mais les rayures seront moins visibles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les carbones ne se valent pas et forcément toutes les montres en carbone ne se valent pas non plus. On a un peu une hiérarchie technologique et dans l'horlogerie, il y a trois grandes familles que vous allez croiser. En premier, on a le carbone tissé, c'est le carbone classique, celui que tout le monde connaît. On prend des fils de carbone, on les tisse comme du textile, on empile des couches, on met de la résine et on cuit le tout. C'est ce qui donne cet aspect damier très reconnaissable et qu'on voit partout sur les voitures, etc. Donc ce carbone, il est très beau à plat, mais c'est un enfer pour faire un boîtier complexe avec des angles vifs parce que le tissu ne se drape pas bien dans les petits coins du moule. Et forcément, quand on usine un boîtier dans un bloc de carbone tissé, on coupe les fibres longues alors que le carbone n'est fort que si la fibre est longue et continue. Donc en perçant les cornes pour mettre le bracelet, par exemple, on sectionne les fibres et on crée des points de faiblesse structurels majeurs. C'est pour ça que les montres en carbone tissé d'entrée de gamme ont souvent des problèmes de fiabilité malheureusement. Ensuite, on a le carbone forgé. C'est la technologie utilisée par beaucoup de marques, notamment Audemars Piguet. Là, c'est pas du tissage. On prend des fibres de carbone, on les hache en petits morceaux de quelques millimètres. On les mélange à la résine comme une pâte à modeler en fait. On met tout dans un moule en acier et on presse tout en chauffant. L'avantage, puisque c'est une pâte, on peut mouler des formes vraiment très complexes, des courbes, des protège-couronnes, et ça c'est impossible à faire avec du tissu. L'aspect il est assez aléatoire, marbré et du coup ça rend chaque montre unique. Le problème par contre c'est que le carbone forgé est techniquement moins résistant que le tissé en traction pure puisque les fibres sont courtes et discontinues. Mais surtout il est souvent poreux, donc sur les lunettes carbone, sur certains modèles par exemple, avec le temps et les petits chocs du quotidien, ça peut s'effriter. C'est ce qui est arrivé chez Audemars Piguet par exemple et du coup ils ont fini par les remplacer par des lunettes en céramique beaucoup plus résistantes à ce genre de petits chocs et frottements. Ensuite, on monte encore en gamme avec le NTPT, une technologie rendue célèbre par Richard Mille et qui nous vient directement des voiles de bateaux de compétition. Ici, on oublie le tissage classique ou le hachage, on utilise des plis de carbone unidirectionnels, donc des couches avec une finesse extrême, environ 30 microns. Pour info, un cheveu, c'est entre 50 et 100 microns. Et pour fabriquer un seul boîtier, on va empiler des centaines de couches en croisant l'angle de 45 degrés à chaque fois. L'avantage, il est massif puisque les fils ne sont pas entrelacés comme ça, contrairement au carbone tissé où les fils montent et descendent. Là, elle reste vraiment parfaitement droite. Une fibre de carbone est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rectiligne. Donc, en multipliant des couches ultra fines, on réduit au maximum la proportion de résine. Et en plus, on élimine totalement les microbules d'air et ça, c'est un gros ennemi dans le carbone. On obtient alors le carbone le plus dense, le plus homogène et le plus dur du marché. Une fois usiné, le rendu est spectaculaire. On voit plus du tout de trames de tissu, mais plutôt des formes qui rappellent des veines de bois ou des coupes géologiques. C'est techniquement le carbone le plus performant au monde, mais c'est aussi un matériau si dur qui détruit les outils de coupe à une vitesse folle et ça explique pourquoi son prix de fabrication est astronomique. Mais maintenant, il faut qu'on parle du mythe de la robustesse extrême du carbone. Le carbone est des fois vendu comme étant plus robuste que l'acier et le fait de dire ça, c'est extrêmement trompeur. L'acier et le titane, c'est des matériaux ductiles. Ça signifie qu'ils ont une capacité à se déformer plastiquement avant de rompre. Par exemple, si vous cognez violemment votre montre en acier contre un cadre de porte, le métal va absorber l'énergie du choc en se déformant. Vous aurez une marque ou une rayure profonde, c'est moche, mais la montre au moins elle reste entière. Le boîtier n'est pas cassé, l'étanchéité est préservée et peu importe la marque qu'on a sur une montre en acier, de toute façon, c'est toujours réparable. Le carbone, c'est un matériau fragile au sens mécanique, comme le verre ou la céramique. Il passe directement de sa phase élastique à la rupture et ça, c'est un gros défaut, surtout pour nos montres. Pour vous donner une idée de la fragilité du carbone, en usine, si un technicien fait tomber un simple tournevis sur une pièce en carbone pendant l'assemblage, la pièce sera directement jetée dans la plupart des cas parce que même si on voit rien à l'œil nu, l'impact peut avoir créé des micro-fissures internes. C'est ce qu'on appelle
appelle le délaminage. Et sous l'effet de la pression en plein vol, la pièce pourrait tout simplement exploser. Donc la théorie c'est bien, mais comme pour toutes mes vidéos, ce que je fais aussi souvent, c'est que je cherche sur les forums ou dans les groupes les avis des utilisateurs et c'est ce qui compte le plus finalement. Et là j'ai découvert énormément de témoignages de montres en carbone qui se cassent et souvent au niveau des cornes. Et quand on y réfléchit, c'est pas étonnant puisque le carbone résiste très bien à la traction, mais très mal au cisaillement et à la torsion. Et sur une corne, on a un trou et forcément, ça crée une amorce de rupture parfaite puisque c'est pile à cet endroit-là qu'on aura le plus de contraintes sur nos montres puisque voilà, en manipulant le bracelet, etc., c'est au niveau des trous que ça tire le plus. En général, la casse, ça arrive sur un petit choc ou pendant le changement de bracelet. Donc si vous avez une montre en carbone, faites super attention pendant le changement de bracelet. Il faut surtout pas avoir à forcer. Ça peut vraiment se casser beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Il y a certaines marques d'ailleurs qui déconseillent d'utiliser un bracelet autre que celui d'origine pour éviter ça justement. Le carbone c'est extrêmement rigide, donc soit il résiste, soit il casse net et en fonction de comment a été conçu le boîtier, malheureusement ça peut donner des cornes très fragiles. Par contre, j'ai observé des choses bizarres quand j'ai commencé à approfondir pour savoir si ce phénomène se produisait uniquement sur des montres bas de gamme de marques pas très connues ou si ça pouvait aussi arriver sur des marques plus chères, plus connues. Et effectivement, j'ai trouvé des retours de clients Tissot et Panerai qui avaient cassé les cornes de leur montre en carbone, mais leurs posts sur Reddit ont été supprimés. Reddit, pour ceux qui ne savent pas, c'est un forum et quand on supprime un post qu'on a créé, les réponses restent et le titre aussi. C'est comme ça que j'ai quand même réussi à tomber sur ces posts et grâce au titre, on peut deviner qu'ils partageaient l'expérience d'une casse de leur corne sur leur montre. Alors pourquoi ces posts ont été supprimés par les auteurs eux-mêmes, ça je sais pas, peut-être que quelqu'un leur a demandé de les supprimer. En tout cas, voilà, sachez que ce problème de corne qui casse sur des montres en carbone est très courant sur certains modèles et ça peut même arriver sur des montres haut de gamme à plusieurs milliers d'euros. D'ailleurs, j'ai trouvé un post qui n'a pas été supprimé sur un autre forum. C'est une personne qui a cassé la corne de sa Panerai en tapant sa montre sur le rebord de table de sa cuisine. Et en plus, d'après lui, voilà, c'était même pas un gros coup. C'était pas garanti. Du coup, il a essayé de la réparer lui-même avec de la super glue, mais à mon avis, ça tiendra pas longtemps. Déjà, la fibre avec la résine, ça n'a pas tenu, juste avec un petit choc. Alors là, ça tiendra pas non plus. Maintenant, on va parler d'étanchéité. Pour faire l'étanchéité sur une montre, il faut visser le fond de boîte assez fort pour écraser les joints. Si vous essayez de faire un filetage directement dans du carbone et que vous vissez une vis en acier dedans, vous allez arracher les filets du carbone en quelques utilisations. En fait, en général, vous allez pouvoir le visser une fois, mais quand il faudra ensuite faire les entretiens de votre montre, il va forcément falloir le dévisser, le revisser plusieurs fois, et là, ça peut poser problème. Pour contourner ce problème, il y a plein de marques qui ne fabriquent pas une vraie montre tout en carbone. Elles fabriquent un conteneur interne en acier ou en titane, une sorte de capsule étanche, qui contient le mouvement, le verre et le fond vissé et elles habillent ensuite ce conteneur d'une coque en carbone. C'est une solution qui est fiable même si ça annule une partie du gain du poids. Il y a un autre point dont on parle quasiment jamais pour le carbone, c'est l'humidité. Il n'aime pas trop ça. On a tendance à croire que le carbone est totalement inerte, mais c'est plus complexe que ça. Là vous dites peut-être, mais il y a des bateaux en carbone, ils passent leur vie dans l'eau, ça pose pas de problème. C'est vrai, mais en fait ces bateaux ils sont protégés par soit un gel coat, c'est une couche de résine protectrice très épaisse, soit une peinture étanche ou alors un vernis transparent mais protecteur. Le problème c'est qu'en horlogerie on veut garder cet aspect brut, mat et texturé, donc la montre elle est à nu et sans cette barrière de protection le composite est exposé à la transpiration, aux produits chimiques et à l'eau si vous allez nager avec, ou pire encore l'eau de mer, l'eau salée c'est encore pire. Et techniquement si le compactage des couches n'est pas absolument parfait lors de la fabrication, ce qui arrive quasiment jamais en fait, il reste des micro-vides invisibles à l'œil nu. L'eau peut alors s'infiltrer par capillarité, comme le sucre avec le café, et à long terme, cette infiltration entre les couches de carbone peut provoquer des micro-gonflements ou affaiblir la structure interne. Et c'est pour cette raison que malgré son look ultra moderne, le carbone n'est pas le matériau idéal pour une montre de plongée professionnelle destinée à être immergée très régulièrement. On a un autre problème avec le carbone à nu, c'est que l'époxy déteste les UV avec le temps et surtout si votre montre est souvent au soleil,
la résine peut commencer à changer de couleur. Sur un carbone noir, ça se traduit par un ternissement, un aspect plus laiteux qui altère du coup la profondeur du matériau. Heureusement, la plupart des marques utilisent des stabilisateurs UV, mais aucun polymère n'est éternel face au soleil, contrairement à d'autres matériaux comme la céramique qui sera identique 1000 ans après. Un carbone, lui, ben, il changera forcément un peu d'aspect après seulement quelques années. Et d'ailleurs, si vous êtes maniaque, sachez que si vous rayez votre montre en carbone, c'est définitif. Si la rayure est superficielle, donc juste dans la résine, elle apparaît un peu blanche, on peut des fois l'atténuer, mais si la rayure est profonde et atteint la fibre, là vous pouvez plus rien faire. Si vous polissez, vous allez couper des fibres et créer une zone un peu irrégulière, ça se fait pas du tout normalement. En fait, vous pouvez pas redonner son éclat d'origine à un carbone qui a été abîmé. C'est un matériau, on va dire, jetable en termes de finition. Quand c'est abîmé, ça le reste, ou alors faut changer la pièce entière si on veut quelque chose de nickel esthétiquement. Au final, on se rend compte que la plus-value du carbone pour l'utilisateur, pour une montre en tout cas, c'est assez discutable. Vous payez pour la complexité de fabrication et pas nécessairement pour avoir une meilleure performance au quotidien par rapport à un bon titane grade 5 par exemple. Voilà, à part le poids, si vous êtes un extrémiste sur le poids, ben là, effectivement, le carbone, c'est peut-être une bonne idée. Du coup, au final, est-ce que le carbone, c'est une erreur si votre critère est la pérennité, la réparabilité et la transmission? Mon avis, c'est que oui, c'est une erreur. Une montre en carbone vieillira moins bien qu'une montre en métal et ne se réparera pas en cas de gros choc. Par contre, le carbone a sa place si vous savez pourquoi vous l'achetez. Vous voulez une montre ultra légère pour le sport, vous adorez le look technique unique et vous acceptez que c'est un objet technologique qui prendra des marques indélébiles. L'erreur, c'est pas le matériau, l'erreur, c'est de confondre technicité et invulnérabilité. C'est comme demander une Formule 1 d'avoir la robustesse d'un 4x4. Mais même si le carbone a des défauts, c'est un matériau moi, qui m'attire pas mal personnellement quand c'est bien fait et avec le bon procédé. Et d'ailleurs, c'est pas impossible qu'un jour on fasse une montre en carbone avec Bébé Gear. J'espère que vous verrez plus clair sur le carbone. N'hésitez pas à visiter la boutique Braxen si vous cherchez un bracelet de qualité pour votre montre et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.